À la une, le pacte d'avenir pointe le bout du nez. Une première part du projet promis par le président il y a 3 ans devrait être signée d'ici fin juillet. Un accord chiffré à 600 millions d'euros que le président de la CTG nous présente dans un instant. Dans l'actualité également, la récompense au projet de 3 lycéens guyanais dans le concours national Bâticiel, un musée au bagne Saint-Joseph respectueux du patrimoine qui a su séduire le jury. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Enfin, les Tigresses haïtiennes se sont imposées face à notre sélection de football féminin, un match amical comme un entraînement de haut niveau pour nos joueuses devant des supporters survoltés. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal régional. Je vous le disais, une première part du pacte d'avenir promis en 2013 par François Hollande sera donc signée d'ici la fin du mois prochain. C'est ce qu'affirme Rodolphe Alexandre. Il s'agit là d'un contrat de 600 millions d'euros que le président de la CTG prévoit d'investir dans le port de Cayenne, la voie express en direction de Macouria et le lycée de Maripasoula. Il a répondu aux questions d'Ayodele Germa. Écoutez. J'ai rencontré des directeurs de cabinet, des ministres. Aujourd'hui, on est sur le point d'aboutir en relation avec les ministères à une première tranche du pacte, c'est-à-dire qui sera à peu près de 500 à 600 millions. Et dans les 500 à 600 millions, de choisir, de définir les axes majeurs. Donc nous avons pour l'instant retenu le pont de Cayenne, sur la rivière de Cayenne, un nouveau pont. La 2x2 voies de Balata jusqu'à Domaine de Soula. Et après, obtenir la seconde tranche, la troisième tranche, puisque je rappelle que le pacte d'avenir, c'était minimum 3 milliards. Et entre-temps, mes services font la navette avec Paris sur différents dossiers. Et j'espère qu'on arrivera à conclure cela pour la fin du mois de juillet. En tout cas, c'est la date qui avait été annoncée dans les ministères. Et pour moi, il faut être pragmatique. Il faut savoir retenir ce qui est l'essentiel et poursuivre le débat avec l'État pour maintenant aboutir aux autres tranches que nous voulons. Parallèlement à cela, il y aura les OIN, donc tout ce qui touche aux logements sociaux, et également les questions en matière de construction des différents lycées. Merci beaucoup. Un centre d'interprétation au bagne Saint-Joseph, c'est l'idée qui a valu à 3 lycéens guyanais d'être récompensés par le jury du concours Bâticiel. Depuis 2004, la compétition oppose de nombreux projets de jeunes dans le domaine du bâtiment partout en France. Et si le concept de musée respectueux du patrimoine historique de nos Guyanais ne se tenait pas sur le podium, il a tout de même poussé le jury à lui attribuer un prix spécial. Xavier Paul Lepelletier. Une architecture au goût du jour pour valoriser le site le plus visité de Guyane. C'est la simple mission que se sont donnés 3 élèves du lycée Gontran-Damas. De retour de la finale parisienne du concours Bâticiel, ils y ont remporté une palme inédite, la mention patrimoine. C'est leur projet de centre d'interprétation pour le bagne des bagnes sur l'île Saint-Joseph qui a séduit les jurés. Nous cherchions qu'est-ce qui pourrait attirer l'attention en Guyane. Il y a la forêt, la fusée et le Nésil. En fait, nous n'avons pas vraiment utilisé le corner Vision. Nous avons fait un bâtiment à côté afin de le mettre en valeur. On voulait que le visiteur, par l'intermédiaire de la rampe et du centre d'interprétation, ressente différentes sensations. Qu'ils se disent « Ah, c'est un peu comme ça qu'ils étaient les prisonniers, ils voyaient l'océan alors qu'ils étaient emprisonnés. » Alors que l'océan, c'est signe de liberté. On voit l'océan, c'est être libre, mais ils sont quand même coincés dans une île où ils sont emprisonnés, dans de sales conditions. Donc, on a vraiment voulu mettre ce côté sensation, liberté, oppression. Entamé au mois de novembre, aménager le bagne Saint-Joseph, c'est le projet de 3 camarades qui n'ont pas hésité à mettre les bouchées doubles pour se donner les moyens de leur réussite. Et ils ont beaucoup travaillé, surtout entre midi et 2, notamment les 2-3 derniers mois, où ils étaient là quasiment tous les midis pour travailler avec nous sur le projet. Et puis ils ont passé beaucoup de temps aussi le soir, pendant les vacances, enfin vraiment ils se sont beaucoup investis dedans. Vous êtes fiers ? Oui, on est fiers d'eux, bah oui, c'est sûr. Et on espère qu'ils iront loin. Quand on sent que le projet nous échappe, en tant qu'enseignant, nous sommes là forcément pour cadrer, pour orienter, pour donner des références. Mais il arrive un moment où le projet nous échappe et devient leur projet. Et là, nous sommes aussi spectateurs et effectivement, c'est très agréable d'avoir cette surprise. Une belle surprise pour les profs, mais aussi pour Agamis, une association qui assure la mise en valeur du site et qui prévoit prochainement un concours pour créer un observatoire sur l'île Saint-Joseph. Autant dire
dire que le projet de nos 3 lycéens tombe à point nommé. Il pourra être exposé lors quasiment en parallèle des projets qui vont nous être présentés. Bon, il ne pourra pas concourir, mais d'autant qu'il a une ampleur, il a une portée qui est beaucoup plus importante que notre plateforme, qui va se limiter donc à la plateforme. Je vois que les élèves ont intégré un centre d'interprétation avec une vue tournée sur la mer. Enfin, c'est un projet beaucoup plus ambitieux qui verra peut-être le jour dans les années à venir. Avec des finalistes au concours bâticiel pour la 2e année consécutive, nul doute que les cours d'architecture et du patrimoine portent leurs fruits. On espère donc retrouver à nouveau des lycéens de Gontran-Damas à Paris en 2017. Je rejoins à présent notre invité ce soir, Patrick Lecante, maire de Montigny-Tonnégrande. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je disais maire de Montigny-Tonnégrande, mais on va parler de plusieurs de vos casquettes ce soir. Alors vous venez d'être nommé au conseil d'administration de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques par le ministère de l'écologie. Qu'est-ce que cela représente pour la Guyane ? Ça représente pour la Guyane une chance extraordinaire puisque de mémoire, je crois que c'est la première fois que nous avons un administrateur issu du comité de bassin et surtout issu des collectivités territoriales de Guyane, de façon à pouvoir porter notre voix, mais qui sera celle de la Guyane, mais surtout celle de l'ensemble de l'outre-mer, puisque mes pairs ont choisi de me faire confiance pour ces prochaines années, de façon à pouvoir installer cette nouvelle agence de la biodiversité, qui est la réforme très profonde qui est engagée d'ores et déjà par la ministre Ségolène Royal. Justement, concrètement, votre rôle à vous, quel sera-t-il ? Alors mon rôle au sein de ce comité de bassin, c'est bien sûr soutenir les politiques publiques dans l'outre-mer et dans la France hexagonale de façon générale, mais surtout opérer la préfiguration de la prochaine Agence française de la biodiversité, puisque vous savez que la biodiversité de la Guyane porte une part très importante dans ce nouveau dispositif. Vous êtes déjà en train de l'évoquer. Bon, on rappelle quand même que cet Office national de surveillance des eaux est une sorte d'observatoire des eaux finalement, et surtout qu'il a un rôle majeur dans le financement des infrastructures en termes d'eau et d'assainissement. Quelles peuvent être les retombées concrètes pour la Guyane ? Alors concrètement, il faut savoir que dans un plan de financement, dans les temps durs dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire avec une baisse drastique des financements, il nous faut rechercher toutes les solutions. Et l'ONEMA, qui est aussi une agence interbassin, avec la solidarité interbassin, proposera à l'ensemble des porteurs de projets, tout simplement les maîtres d'ouvrage, que ce soit la CACL, la CCOG, la CCEG, la CCDS, proposera des financements pour porter les prochains financements. Je rappelle tout simplement que l'usine de Matiti avait permis de mettre en exergue ces financements qui sont très très importants et qui permettent tout simplement de réaliser nos infrastructures, et on en a un grand besoin. On envisage ça à quel terme, on va dire à court terme, moyen terme? C'est immédiat puisque les financements sont là. J'ai participé jeudi 9 dernier au Conseil national de l'eau, et il m'a été indiqué que les financements sont là et sont fléchés pour l'outre-mer. Simplement, il faut que les dossiers soient montés et il faut que les projets soient réalisés, et ça a été d'ailleurs rappelé par l'ensemble des administrateurs présents. Alors, on rappelle que vous êtes à l'ONEMA, vous êtes maire de Montigny-Tonnégrande, mais vous êtes aussi président du comité de bassin de Guyane. Est-ce que finalement, vous aurez le temps de gérer tout ça? Écoutez, lorsqu'on aime, on ne compte pas. J'ai choisi depuis de nombreuses années d'opérer pour mon pays, et en particulier pour Montigny-Tonnégrande. Vous savez que c'est la commune chère à mon cœur, avec un milieu aquatique très important. Mais au-delà de ça, il faut avoir une vision stratégique pour l'ensemble du territoire. Il faut agir aussi en solidarité. Et c'est ce que nous comptons faire à travers ces différentes instances qui sont aujourd'hui des instances très importantes, simplement au niveau national, mais aussi au niveau international. Sous cette casquette de président du comité de bassin de Guyane, les consultations pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Guyane et aussi le projet de plan de gestion des risques d'inondation ont été lancés l'année dernière. Ça a duré environ 6 mois, quasiment 1 an, presque jour pour jour après. Qu'en est-il ? Alors, ce qui se passe, c'est que l'arrêté a été pris par Monsieur le Préfet en décembre dernier, à la fois pour le SDAGE et pour le PGRI. Très concrètement, cela veut dire que nous avons d'ores et déjà des schémas directeurs qui permettront aux différentes collectivités locales, à travers la loi NOTRe et la GEMAPI, d'opérer sur le territoire. Une action concrète, vous avez entendu ce soir de nouvelles inondations dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Eh bien, la GEMAPI est là pour réfléchir en amont sur les solutions idoines à apporter sur ces questions récurrentes des inondations en milieu urbain, en indiquant que là aussi, nous devons faire le parallèle avec ce qui se passe au Suriname,
puisque dans le même temps, Paramaribo était sous les eaux, ce qui montre bien que nous sommes aussi en proie au changement climatique. Alors quand même, sur ces consultations dont je parlais tout à l'heure, la population a pu donner son avis via Internet sur le site Internet du comité de bassin de Guyane. Qu'est-ce qui ressort majoritairement des propositions de la population? Alors ce qui ressort, c'est que de toutes les façons, nous devons faire un gros effort donc, de communication, et c'est ce que je fais ce soir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous devons aussi donc, agir pour la population. Je rappelle que le rôle d'un élu, c'est un mandat. Et à ce titre, il doit donc toujours retourner vers la population pour expliquer quels sont les choix donc, stratégiques qui sont faits pour elle. Et enfin, la troisième chose, donc, trouver des solutions techniques, financières, qui sont là donc, de façon à pouvoir faire en sorte que cette population puisse bénéficier elle aussi du bien-être. Vous revenez, Patrick Lecamp, d'un voyage au Mexique où vous avez représenté la Guyane lors de la 10e Assemblée générale du Réseau international des organismes de bassin. En fait, vous représentiez la Guyane en tant que président du comité de bassin. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges? Alors, ce qui ressort, c'est un terme, un slogan que je vous donnerai plutôt en espagnol, « Agua es seguridad nacional ». Donc la sécurité nationale, c'est l'eau. Et tout simplement pour indiquer que ce pays, qui n'est pas très loin de chez nous, avec des gens qui nous ressemblent parfaitement, nous mangeons à peu près les mêmes choses, donc nous avons peut-être une barrière de la langue, mais qu'on peut facilement donc, opérer, en indiquant que le nouveau président et son gouvernement ont placé la question de l'eau, la politique de l'eau, comme étant une action forte. Tout simplement parce que dans le même temps, nous voyons très bien que les problématiques de changement climatique sont là et sont prégnantes. Il en va de même pour la Guyane. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous subissons donc le changement climatique, les changements climatiques. Lorsqu'il fait chaud, il fait chaud beaucoup plus, ce qui a pour effet donc d'augmenter le taux de salinité de l'eau. Vous vous rappelez de ces questions de biseau-salin, c'est-à-dire l'eau qui remonte le long des cours d'eau à la Comté ou au Maroni, donc avec des problématiques donc, de sécurité alimentaire pour les populations. Lorsqu'il pleut, il pleut beaucoup plus sur des courtes périodes, là aussi avec des problématiques d'inondation, notamment dans les lieux de vie. Et puis enfin, nous avons aussi à réfléchir sur la coopération internationale avec nos voisins et c'est ce que nous avons donc souhaité faire à Suriob. Un dernier point très rapidement, en tant que maire cette fois de Montigny-Tonnet-Grande, vraiment très rapidement, qu'en est-il du projet de mise en place d'une filière d'ostréiculture à Montigny-Tonnet-Grande? Alors c'est effectivement la question donc, centrale qui est chère à mon cœur. Vous savez que nous avons donc cette bizarrerie qui n'en est pas une en définitive, puisque l'huître de Montigny est notre héritage, celui de nos gangans, puisqu'il est venu accroché aux bateaux qui nous ont amenés ici sur les côtes américaines. Eh bien, ce que nous disons aux autorités les plus hautes que j'ai rencontrées, c'est que faisons de cette bizarrerie un atout pour nos territoires, c'est ce qu'on appelle le développement endogène. Donc depuis maintenant 8 ans, le temps passe vite, eh bien, nous battons avec l'équipe municipale pour mettre en place cette filière ostréicole. Et ma présence à l'ONIMA, figurez-vous, va permettre, je l'espère bien, donc, de booster cette filière et à trouver donc, finalement la question centrale qui est la réglementation, puisque nous avons une huître qui est ici en Amérique du Sud, alors que l'huître la marraine, elle est déjà bien connue par nos amis européens. Merci beaucoup Patrick Lecamp d'avoir répondu à nos questions. On reviendra sur ce point plus en détail une autre fois. Merci d'avoir été là. Toute autre chose, à présent, les hommages à Élie Castor vont bientôt démarrer. Ce matin, la CTG a présenté son programme en la mémoire de cet illustre personnage politique guyanais disparu le 16 juin 1996. Commémoration importante puisqu'il s'agit là du 20e anniversaire de sa disparition. Quasiment 6 mois d'événements sont au programme pour saluer sa mémoire. On écoute à ce propos Valérie Castor au micro de Xavier Paul Lepelletier. Tout débutera pour nous à compter du 16 juin 2016, puisque ça va marquer le premier temps fort à Clermont-Ferrand de cette commémoration, où nous allons, avec les autorités politiques de la région de Clermont-Ferrand et le maire, honorer sa mémoire. En Guyane, nous aurons de façon concomitante des messes ce même jour, une à la cathédrale à 18h, donc à Cayenne, et une autre dans le même temps à 18h aussi à Sinnamary, puisque Élie Castor était natif de Sinnamary, en tout cas il y a vécu toute son enfance. Dans un second temps, à la fin du mois de juin, donc, nous allons procéder à la projection d'un film. D'abord, on va mettre une plaque commémorative sur son lieu de naissance. Le soir, ce même jour, le 27 juin, donc, nous allons faire la projection d'un film qui sera suivi de témoignages. Un film qui nous permettra de nous dire à tous, que nous soyons politiques, citoyens, jeunes, moins jeunes, 20 ans après, où en sommes-nous, où en est la Guyane.
À partir du mois de juillet-août, nous allons plus nous focaliser sur des tournois sportifs, puisque Eddie Castor aussi c'était un homme qui aimait le sport, qui ne pratiquait pas beaucoup, mais qui aimait le soutenir et qui l'a beaucoup soutenu. J'en veux pour preuve l'équipe de l'US Sinamari, actuellement, de basket, qui est toujours en haut de l'affiche. Et puis, en dehors des tournois plus sportifs, basket et football, nous allons aussi fonctionner avec un cinéma itinérant. Offrir des tablettes aux enfants autistes, c'est le coup de pouce proposé par l'association Atipa à leurs parents. Elle a développé une application censée favoriser l'ouverture de ces enfants sur le monde qui les entoure. Une manière de répondre aussi au manque de structures de soutien aux 2500 autistes estimés en Guyane. Et pour que tout cela se mette en place, 5 500 € d'investissement sont nécessaires. Une somme que l'association espère rassembler grâce au financement participatif. On écoute justement la présidente de l'association Atipa. La tablette numérique permet aux parents de pouvoir faire quelque chose là où il n'y a rien du tout, où il n'y a pas forcément de professionnels spécialisés. Et donc ce sont des logiciels qui permettent d'accompagner un enfant autiste, à la fois de façon, c'est utile pour les parents, mais c'est aussi pour les professionnels. Alors on a pu démarrer cette action grâce à Innerwheel, grâce à Rotary, et c'est ce qui permet donc l'objectif c'est d'obtenir 5 500 € pour pouvoir financer des tablettes et aussi la formation qui permet aux parents de pouvoir travailler avec leurs enfants. Voilà, on en est aux 2/3. Je crois j'ai regardé encore ce matin, on était à 3 500 €, ce qui est extraordinaire. Mais on est sur la dernière ligne droite, donc du coup on a besoin vraiment de toute l'aide. Et c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'aller sur le site atipa.fr et là vous avez, c'est le nom de l'association, et là vous pouvez participer. Alors c'est à partir de 5 €, hein. Donc il n'y a pas de problème. Déjà à partir de 5 €, vous avez un petit cadeau surprise. Donc ça permet vraiment de mettre une pierre à l'édifice dans un domaine où vraiment il y a énormément à faire. Et on vous en remercie à l'avance. Et puis voilà, on attend votre participation. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons les quelques 1500 participants à la course nocturne pour le don du sang qui s'est déroulé samedi à Fort-de-France. Et puis nous reviendrons sur l'affrontement Guyane-Haïti au stade Georges Chaumette hier. Les Tigresses se sont imposées face à notre sélection 6-1. Récit complet à suivre. Mais avant cela, prenons la direction de la Guadeloupe pour s'intéresser à cette polémique qui frappe l'aquarium du Gosier. 2 tortues ont été saisies par la police de l'environnement jeudi dernier pour détention illégale. Une confiscation incompréhensible pour le directeur de l'aquarium qui les détenait depuis déjà 10 ans. Explication Bénédicte Jourdier. Il ne reste plus que les poissons dans ce grand bassin. 2 tortues marines qui vivaient ici depuis 10 ans ont été saisies jeudi matin. Tous les enfants sont très déçus, puisqu'on arrive face au bassin avec toutes les informations et il n'y a plus de tortues. Donc ils ne comprennent pas. Donc faut leur dire pourquoi. C'est pas facile, c'est des enfants. Donc comme le départ a été quand même très violent. Sur ces images, filmées hier, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui capturent la première tortue. Et c'est le directeur de l'aquarium, Philippe Godoc, que l'on entend. Vous êtes vraiment des malades, hein. C'est l'incompréhension complète. Je ne sais pas ce qui s'est passé et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui nous est reproché. Il n'a été signifié aucune décision de justice. On ne nous a absolument rien expliqué. Selon le procureur de la République, les reptiles auraient été détenus illégalement par l'aquarium de Guadeloupe. Dans le cadre d'un plan de contrôle conjoint qui a été défini de manière pluriannuelle par le préfet et le procureur de la République en matière d'environnement, il avait été porté à notre connaissance que cet aquarium détenait des animaux de manière illégale, à des fins en tout cas commerciales, puisque c'est le cas en l'espèce, est tout à fait illicite. Une information connue seulement très récemment, selon le procureur. Le directeur de l'aquarium, lui, assure qu'il a l'autorisation de détenir ces tortues qui proviennent du centre de soins. En 2006, l'administration qui a tout piloté nous a demandé, quand je dis l'administration, c'est la DEAL d'hier qui s'appelait la DIREN et la DSV, nous ont demandé de présenter des tortues marines à l'aquarium. Pour cela, j'ai dû passer un certificat de capacité qui m'autorise à avoir des tortues en captivité pour les présenter au public. J'ai eu en 2007 cette autorisation et dans les attendus de cette autorisation, tout est détaillé. Donc tout ça, ça a été fait dans la plus grande transparence et tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un décide que ça n'allait pas. Mais je ne peux pas vous dire ce qui ne va pas. Je ne sais pas. Elles ont été relâchées dans le milieu naturel, au plus grand désarroi de Philippe Godoc, directeur de la structure.
et du reste du personnel de l'école de la mer. La solution qui aurait été envisageable et intelligente à mon sens, c'était effectivement qu'on soit informé de cette saisie et qu'on puisse collaborer avec l'ONCFS puisqu'on travaille avec eux. On est centre de soins des tortues marines, on est habilité par l'ONCFS à soigner les tortues. Donc il est bien évident que si on avait été informé de la décision, on a un centre de soins, on aurait pu mettre les 2 tortues dans les bacs du centre de soins, les réadapter tout doucement à une prise d'alimentation éloignée de la main de l'homme, on va dire. Bien évidemment qu'une tortue est mieux en milieu naturel qu'en milieu de captivité. Mais encore une fois, c'est l'administration, c'est les autorités qui nous ont demandé de mettre ces tortues dans l'aquarium il y a maintenant en 2008, justement pour sensibiliser les Guadeloupéens qui, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on mangeait les tortues encore en Guadeloupe et qu'on continue de voler les œufs et de les manger. Donc tout ça, c'est dans un programme global en fait, d'information et de sensibilisation des habitants. Les différents acteurs attendent des explications. Alors que le mois de juin correspond à la pleine saison des sorties scolaires, les visites à l'aquarium s'achèveront sans la rencontre avec les tortues. Après la Guadeloupe, une escale en Martinique à présent avec la première édition de la Noctambule qui s'est déroulée samedi soir dans les rues de Fort-de-France. Une action de sensibilisation au don du sang sous la forme d'une course à pied sur 5 km. 1500 coureurs y ont participé. Ruth Fortuna et José Le Chertier. 20h, ambiance fluorescente pour les 1500 participants de la première édition de la Noctambule dans la ville capitale Fort-de-France. La température monte d'un cran avec le groupe Guanaval. Très vite, le départ est donné. Le peloton de tête se détache avec les encouragements nourris des spectateurs. Gladone Gérald, trompette Frédéric et trompette Pascal. 16 minutes à peine, Gladone Gérald franchit la ligne d'arrivée. La course s'est très bien déroulée. En plus, elle s'est faite de nuit, en nocturne. Donc, ça a été très très bien. Belle course avec le monde, tout ça. C'est l'adrénaline, le plaisir de courir. Bien sûr, les femmes ne sont pas en reste. Mario X se classe première femme dans cette course et 20e au classement général. Sensation bien, il fait pas chaud, c'est la nuit, donc c'est sympa. Et moi, je suis plus de nuit que de jour, donc c'est vrai que c'est sympa. C'était très bien. Pour nos autres athlètes, l'essentiel, c'était la participation. Ça s'est bien passé, j'ai pas l'habitude de courir, je me suis entraînée que 2 fois dans la semaine. J'ai couru jusqu'au bout et donc je suis fière de moi. La course s'est bien passée, j'ai eu de bonnes sensations. En fait, j'ai retrouvé quand même quelques petits foulées que j'avais perdu auparavant. Et en fait, c'est dans le cadre d'une bonne action, le don du sang, donc pour moi, c'est magnifique. Bien, j'étais en forme et je suis arrivé en forme aussi. Une chose est sûre, le bilan est sans conteste pour la course. Le nombre de participants est totalement dépassé, le nombre de spectateurs également, puisque vous avez constaté que, à mon avis, plus de 1000 personnes et 1000 spectateurs sont venus encourager leur famille, leur femme ou leur mari. Cependant, celui-ci est quelque peu mitigé côté don du sang. On avait 1500 coureurs, mais on a eu 29 dons de sang, donc ce qui est très peu. Donc on espère que tout le monde va se rattraper mardi. Et puis tout au long de l'année, parce que c'est toute l'année qu'on court et qu'on doit effectivement récolter du sang pour pouvoir sauver les vies ici en Martinique. Voilà, c'est ainsi que s'achèvent les 5K avec une participation nombreuse, avec également la chose principale, le don de soi, le don du sang. La vie, c'est vous, la vie, c'est nous. Allez, retour chez nous avec du sport. Toujours, je vous propose de revenir sur le match féminin d'hier soir. Les Tigresses d'Haïti se sont imposées face à la sélection guyanaise, 6-1 sur la pelouse du stade Georges Chaumette. L'occasion pour notre sélection de se confronter à des joueuses de haut niveau. Plus de 2000 supporters sont venus soutenir les deux sélections. Jonathan Lariot. La fierté de porter ce drapeau se lit sur le visage de cet homme. La communauté haïtienne de Guyane a célébré hier la victoire de leur équipe féminine contre la sélection de Guyane. Une victoire aux allures de leçon donnée par les Tigresses d'Haïti aux joueuses guyanaises, 6-1. Je suis très fier et j'ai vu mon drapeau dans ma tête. C'est bon, hein? Le niveau est bien, mais on voit que l'équipe de Haïti est légèrement plus forte. Je me sens très fier et très ému. Vous voyez bien, j'ai plus de voix. Bon, pour moi, c'est bon, elles ont mérité une bonne victoire quand même. C'est belle bagaille pour Haïti qui marche pour là, sous Guyane, c'est belle bagaille pour ça, applaudissements. Dès le début, les Tigresses montrent leur supériorité. La Guyane peine à garder le ballon.
Les actions se multiplient contre les buts guyanais jusqu'à la 30e minute où les Haïtiennes percent la défense guyanaise et marquent un but. À partir de là, le match déjà à sens unique devient une véritable démonstration de la part des Tigresses. Elles enchaînent 5 autres buts et même si les Guyanaises réussissent à sauver l'honneur avec un but dans les dernières minutes, le résultat reste sans appel. L'apprentissage est difficile, on le savait en début puisqu'on est en pleine reconstruction, développement du football féminin. Et voilà, après elles ne se sont pas découragées. Sauver la marque à la dernière minute, je pense, récompense leurs efforts parce qu'on a eu quelques occasions qu'on aurait pu concrétiser, ça n'a pas été fait. Mais pour tout ce qu'elles font depuis un mois à l'entraînement, c'est bien d'avoir marqué. Après, il y a beaucoup de travail, elles s'en sont rendues compte. Et ben, on est là pour progresser, c'est ce qu'on va faire. Guyane a besoin de travail beaucoup plus. Parce que nous-mêmes, c'est objectif, nous, c'est travail, tout le temps sur le terrain et puis pour arriver là. Un match avec un résultat conséquent. Mais les joueuses guyanaises ont eu fort à faire avec un adversaire, cette fois-ci pas présent sur le terrain. Lors de cette rencontre, le public, en grande majorité haïtien, encourageait vivement leur équipe. Et les Guyanais, de leur côté, ont joué la carte de la timidité. Depuis le début, c'était, on va dire, elles les favoris, mais dans nos têtes, on voulait jouer. Il manque juste la préparation et puis on va à Belém, on va essayer de mieux faire. Et puis le prochain match amical qu'on va jouer ici, on espère avoir un public guyanais, parce que là, on va dire, ça ne change pas, mais quand on a le supporter à nos côtés, donc ça fait un jeu en plus. Même si la rencontre n'était qu'amicale, la conclusion est sans appel. La Guyane est loin d'être à niveau. En volleyball, maintenant, la saison touche à sa fin. En catégorie cadet, les playoffs ont opposé samedi les équipes de l'USL Montjoly au Staff Club et au Sport Guyanais chez les filles comme chez les garçons. Des matchs très disputés que nous résume Jonathan Lariot. La prochaine génération de joueurs de volleyball a déjà ses champions. Samedi dernier, les équipes cadettes du Staff Club chez les garçons et du Sport Guyanais chez les filles ont assis leur suprématie sur leur catégorie. Pour ces phases finales, plusieurs équipes étaient en lice, chez les garçons comme chez les filles, le Sport Guyanais, le Staff Club et l'USL Montjoly. Au total, près d'une centaine de cadets étaient présents, autour de rencontres pour le titre, très disputées. Comme tous les sports, il faut absolument commencer très jeune. Donc les petits gars du staff, on va dire que la moitié de l'équipe, ce sont les anciens, parce qu'ils ont déjà quand même 4 années de volleyball. Ils ont commencé, ils avaient 10 ans pour certains, et bon, il y a le résultat au bout. Ce sont des cadets juniors, mais ils jouent déjà en senior, parce que les règles le permettent. Donc ils ont un petit peu plus d'expérience. Donc le match était âprement disputé. Bon, le staff champion avec combien d'années de suite, bon, on va dire encore, c'est une année supplémentaire. Les filles sont des filles de moins de 15 ans. Et nous, on a joué le championnat contre les filles de 19 ans, 18 ans, même les filles qui ont 20 ans là maintenant. Mais c'est des cadets juniors, mais mes filles sont des filles de Benjamin et des filles minimes. Il faut commencer des petits parce qu'il y a des filles là qui sont déjà 3 ans avec moi et ça paye quoi. Et il y a des filles qui sont arrivées avec moi il y avait 10 ans, maintenant il y a des filles qui sont à 13 ans, 14 ans. Très important, surtout ici en Guyane parce que les volleyball, les gens s'éloignent du volleyball parce que c'est un sport très technique. Certains de ces jeunes évoluent déjà dans le championnat senior et composent déjà la relève du volleyball guyanais. Un œil sur le marché artisanal du Maroni pour finir cette édition qui s'est déroulée tout le week-end dernier à Maripasoula. C'était la 8e édition. Des dizaines d'exposants ont fait montre de leur savoir-faire. Une manifestation organisée par le parc amazonien qui a connu un franc succès. On écoute le président du parc. Pour le parc, c'est vraiment à chaque fois une grande richesse, une grande satisfaction parce que ça fait longtemps que nous essayons de bien valoriser les cultures, valoriser les identités. Et à chaque fois qu'il y a ce marché artisanal, eh bien, on aboutit à ce que l'on désire. C'est-à-dire que cette fois-ci, par exemple, on a vu que c'était encore une montée en puissance. C'était beaucoup plus d'exposants, des beaux produits, des produits qui s'attachaient, tout en respectant la tradition, pour certains à suivre la modernité. Donc là, ça nous faisait très plaisir de voir tous ces créateurs qui se mettaient au service de cette manifestation. Et pour moi, ce qui est quand même très important, c'est de voir qu'à côté de ces artisans, eh bien, il y avait beaucoup d'enfants. Et j'aimerais bien que dans les années qui vont suivre, eh bien, le relais soit pris. Il y ait vraiment un lien
de filiation, un lien d'échange de culture, de transfert de savoir, et que les anciens apprennent aux plus jeunes comment on fabrique certains articles, etc. Bref, qu'il y ait toujours ce lien vers la tradition au travers de l'artisanat, par exemple. C'est la fin de cette édition, voici le rappel des principaux titres. Le pacte d'avenir pointe le bout du nez. Une première part du projet promis par le président François Hollande il y a 3 ans devrait être signée d'ici la fin du mois prochain. Un accord chiffré à 600 millions d'euros que le président de la CTG prévoit d'investir dans différents projets. Dans l'actualité également, la récompense au projet de 3 lycéens guyanais dans le concours national bâticiel. Un musée au Bagne Saint-Joseph respectueux du patrimoine qui a su séduire le jury. Enfin, les Tigresses haïtiennes se sont imposées face à notre sélection de football féminin, un match amical comme un entraînement de haut niveau pour nos joueuses devant des supporters survoltés. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale, puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous, à demain.